Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14, Maxime Liédo est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Les Français et leur service public. Eh bien, je t'aime moi non plus. C'est exactement ça. Oui, vous nous faites part ce matin d'une grande enquête. Puisque je dis grande, parce que grande, combien immense. de personnes interrogées? 24 000, près de 24 000. Ah oui, c'est plus qu'un sondage, ça. C'est plus qu'un sondage et ça a été initié par le ministère de l'Action publique, baromètre des services publics. On a appelé ça 94% des sondés ont eu affaire au moins à un service public dans les 12 derniers mois. C'est le but de l'enquête, c'était la condition. Et il y a un chiffre phare qui peut paraître étonnant au premier abord. 69% des usagers, Jean-Jacques, se disent satisfaits. Et c'est plutôt bon pour un pays quand même qui râle en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est le détail. En tête des services publics, moi, je ne suis pas surpris. Extraordinaire. Je ne suis pas surpris. Mais non, mais le détail est encore plus intéressant. En tête, l'école. 81% des Français se disent très satisfaits. Et juste derrière, les hôpitaux publics, bien sûr, et la gendarmerie à 78%. Ce n'est pas rien, parce que dans le détail de l'enquête, qu'est-ce que les Français nous disent? Les services publics, ceux qu'on aime, en réalité, c'est ceux qui sont le plus visibles, le plus incarnés, ceux qui inspirent le plus confiance à l'hôpital comme ailleurs. 85% des usagers saluent la bienveillance, le respect, la convivialité et la proximité. Jean-Jacques, on connaît ça à Sud. Eh bien, oui, et dans les hôpitaux, bien sûr. Mais bien sûr. Et tous même dans la ceux gendarmerie. Qui sont, tous ceux même dans la gendarmerie. ont vu la gentillesse de beaucoup de personnel, de l'accueil. Et dans la gendarmerie, on est bien accueillis. Moi, je suis désolé de le dire. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non seulement. Je sais bien qu'on aime bien râler, mais bon. Mais on aime bien râler, mais alors. Il y a un mais. Il y a un mais. Évidemment, il y a toujours un mais. Et c'est le point noir, en effet, de cette enquête, c'est le grand mais. Et c'est là où elle est excessivement précieuse. Parce que les Français les plus critiques sur les services publics sont en réalité les Français les plus vulnérables. C'est ceux qui en ont le plus besoin, qui s'en disent le moins satisfaits. Le taux de satisfaction tombe à 66%, par exemple, chez les ménages gagnant moins de 2 000 € par mois et jusqu'à 57% seulement chez les bénéficiaires du RSA. En réalité, plus vous avez besoin de services publics, moins vous en êtes content. Et c'est à mettre en lien, notamment avec cette étude que vous avez entendue ce matin dans le petit matin de Sud Radio avec Benjamin Glaise, qui juge la réalité, la satisfaction de la plupart des habitants sur la politique du président de la République. Et ça dit quelque chose. 73% des habitants des territoires ruraux et 72% des habitants des banlieues s'estiment perdants de la politique sur les 7 dernières années. Au sein de cette majorité, le sentiment de relégation est encore plus fort chez les jeunes et la classe moyenne. Donc vous voyez, si on regroupe les deux études, Jean-Jacques, on commence à comprendre le chiffre dont on parle régulièrement, qui dit que 80% des Français ont le sentiment d'une France en déclin. Parce que c'est intéressant, c'est que ce qu'on ressent, c'est pas du tout une défiance envers les professeurs, les forces de l'ordre, les infirmiers. C'est la sensation d'observer, si vous voulez, un système qui dysfonctionne. Avec cette phrase qu'on entend souvent à ce standard ou ailleurs, je reconnais plus tellement le pays où j'ai grandi. Et les Français aiment le service public, mais plus que tout, ils aiment les gens qui le font vivre. Ils n'aiment pas la gendarmerie, ils aiment les gendarmes et ne comprennent pas qu'on les hue ou qu'on les agresse à la première célébration d'un match de foot. Ils n'aiment pas l'hôpital en soi, mais ils admirent les soignants, ceux qui maintiennent un hôpital debout malgré des années de tension et de pénurie. Ils n'aiment pas tellement l'école, mais font semblant quand même de respecter un système éducatif qui nous coûte, par an, 55 milliards d'euros pour que nous nous placions à la dernière place en mathématiques en Europe, par exemple, et que la Cour des comptes, la semaine dernière, a résumé en disant que c'était un système éducatif en situation d'échec, ni plus ni moins. Alors oui, les Français sont patients, mais cette patience a une limite. Et quand le service public fatigue ceux qu'il prétend servir, ce n'est pas une crise humaine dans Jean-Jacques, c'est une véritable alerte. Mais oui, évidemment, une véritable alerte. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas surpris par ce qui est dit dans cette enquête. Les Français les citoyens les plus démunis, effectivement, mécaniquement, sont confrontés à quoi? À l'insécurité dans les quartiers les plus difficiles. Ceux-là même qui sont désertés par les services publics et notamment par les forces de sécurité. Et ils sont confrontés aussi, les citoyens les plus démunis, on va dire à la thrombose dans les services d'urgence des hôpitaux, puisqu'ils ne peuvent pas se payer des médecins et qu'il y a de moins en moins de médecine de ville. Eh bien, ils vont aux urgences qui sont saturées. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme de logique dans les résultats de cette enquête. J'ajoute que qu'est-ce qu'elle nous dit l'enquête, c'est que nous sommes tous demandeurs de contact humain dans cette société. L'humain, ça compte. Ça ne vaut pas que pour le public, ça vaut pour le privé. Quand vous êtes confronté au quotidien à des systèmes numériques
qui n'aboutissent à rien. Cela fabrique du ressentiment. Cela vaut pour les services publics, cela vaut aussi pour la sphère privée. Hein. Quand vous êtes, et c'est surtout l'origine de toutes les crises. On l'a vu encore dernièrement. Quand vous avez un centre des impôts qui est inaccessible parce qu'au fond vous tombez sur des messageries qui vous amènent dans le vide, et soudain vous avez quelqu'un en ligne qui vous, au fond, résout tous vos problèmes. Vous dites c'est formidable. Dès qu'il y a une personne physique en présence ou au bout du téléphone, là vous avez votre indice de satisfaction qui grimpe de façon vertigineuse. Alors, autre chose, Bruno Retailleau était sur RTL ce matin, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'une révolution pénale et technologique était nécessaire, après les violences en marge du sacre du Paris Saint-Germain, et il est favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale de façon très encadrée pour mieux déceler les visages des auteurs d'incivilité et les condamner. Vous en pensez quoi? La reconnaissance faciale, elle est, on va dire, généralisée en Chine. Ah bah oui, mais là, c'est pas... Attendez, mais en Chine, c'est pas de façon très encadrée. Puis après, c'est le crédit social. En Chine, c'est... Pardon pour cet argument volontairement provocateur. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Quand vous prenez l'autoroute désormais pour aller en Normandie, vous n'avez plus de péage et les plaques d'immatriculation sont repérées par de la reconnaissance numérique. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous mettez de la reconnaissance faciale, vous aurez des bonnes âmes qui lèveront les bras au ciel en disant « Ah, c'est une atteinte aux libertés ». C'est pas du tout ça le sujet. Vous receviez tout à l'heure, Jean-Jacques, maître Franck Lénard, suite à l'annonce de Gérald Darmanin hier, de faire encore une révolution pénale, de supprimer le sursis, de soi-disant modifier les textes de loi. Il me semble quand même que Franck Lénard est un des avocats les plus pro-flics de ce métier. Il a quand même réussi à nuancer les propos de Gérald Darmanin. Moi, je crois que les policiers, les gendarmes et la plupart des Français qui écoutent, ça fait à peu près la 50e fois qu'on leur promet la révolution pénale, le changement radical, le sursaut, la force légitime, etc. Ce n'est plus sujet. En quoi la reconnaissance faciale va permettre littéralement d'empêcher un saccage d'une boutique après une victoire de foot? Personne, surtout quand ils sont cagoulés. Je crois qu'on utilise, c'est comme les caméras de surveillance en réalité. Je crois qu'on utilise, si vous voulez, les arguments les plus faciles pour croire à une révolution pénale qui n'arrive pas, Jean-François. Et c'est ça le sujet. Et la plupart du temps, vous savez, j'étais avec des forces de l'ordre l'autre jour, c'était une anecdote très intéressante. Il y a eu, il y a 20 ans déjà, un exercice avec la plupart des forces de police européennes. C'était les forces de police espagnoles et les forces de police italienne avec les forces de police françaises. Un exercice basique. Une rue, des manifestants, fallait dégager la rue. La police française a mis 1h20. 1h20. La police espagnole a mis 15 minutes. La police italienne, 4 minutes. Donc vous voyez, c'était déjà il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on se dit, c'est les caméras, c'est la reconnaissance faciale. Non, c'est le respect de l'autorité et c'est l'emploi de la force légitime. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les prétoires, on l'a vu lundi et mardi, ceux qui sont pris... Vous savez, c'est le pas vu, pas pris. Ceux qui sont pris sont ceux qui courent le moins vite. J'ai envie de vous dire ça. C'est un peu idiot. C'est une réflexion un peu à l'emporte-pièce, mais les plus malins, les plus aguerris, ils ne se font pas prendre. L'idée de la reconnaissance faciale sur les images vidéo. S'ils sont cagoulés, etc., ça va changer quoi? Vous en avez un certain nombre qui n'ont pas de cagoule. Il y en a très peu, c'est pas vrai. Bien, il est 8h22. Allez, ne prenons pas trop de retard, on a déjà du retard. À tout de suite.